Dans cette jolie cité médiévale de Pérouse, au centre de l'Italie, Eda et son mari Chris ressemblent à n'importe quel touriste américain venu goûter à la Dolce Vita. Mais pour eux, cet endroit représente plutôt un cauchemar. C'est dur d'aimer cette ville. On n'est pas là pour faire du tourisme. Nous, on a une bonne raison d'être là. Et ce n'est pas une raison agréable. Car il y a 4 ans, la police italienne a jeté sa fille en prison. Amanda Knox est accusée d'avoir assassiné sauvagement sa colocataire anglaise de 21 ans, Meredith Kercher. Amanda aurait commis ce crime atroce en 2007 avec son ex-petit ami italien, Raffaele Sollecito, lors d'une soirée qui aurait mal tourné. Depuis 4 ans, cette affaire divise les médias du monde entier. Car Amanda Knox intrigue et fascine. Pour la presse italienne et anglaise, c'est une tueuse sanguinaire et diabolique au visage d'ange. Aux États-Unis, on la croit innocente, symbole d'une terrible erreur judiciaire. Le beau-père et la mère d'Amanda, eux, n'ont jamais douté de leur fille. Ma fille est une jeune femme adorable. Elle a toujours été comme ça, gentille, intelligente. Rien à voir avec le portrait que l'on a dressé d'elle. Tout ce que le tribunal a dit sur elle, tout ce que la presse raconte sur elle, ça ne ressemble pas du tout à ma fille. C'est très choquant. Ce n'est pas ma fille, pas du tout. Lors du premier procès en 2009, Amanda et Raphaël sont condamnés respectivement à 26 et 25 ans de prison. Mais les deux jeunes ne cessent de clamer leur innocence. Et lundi dernier, lors du deuxième procès, en appel, coup de théâtre au tribunal. La Cour les acquitte pour ne pas avoir commis les faits qui leur étaient reprochés. La Cour ordonne la libération immédiate d'Amanda Knox et Raffaele Sollecito. Ils sont acquittés. Pourquoi un tel retournement? Comment la justice italienne a-t-elle pu d'abord les condamner lourdement, puis quelques années plus tard les laver de tout soupçon? Retour sur une affaire digne d'un scénario hollywoodien. L'histoire commence en 2007 à Pérouse. La ville est une destination de rêve pour les 10 000 étudiants étrangers qui viennent chaque année apprendre l'italien. Amanda Knox est justement là pour ça. C'est une élève douée en langues étrangères. Elle parle allemand et a même commencé le japonais. Elle loue une chambre dans cette maison qu'elle partage avec 2 Italiennes et une étudiante anglaise, Meredith Kercher. Le courant passe bien entre les 2 filles. Elles font quelques sorties ensemble. D'ailleurs, c'est en compagnie de Meredith, lors d'un concert de musique classique, qu'Amanda rencontre un jeune Italien, Raffaele Sollecito, avec qui elle va vivre une histoire passionnelle. Une liaison qui ne va durer qu'une dizaine de jours, car le soir du 1er novembre 2007, tout bascule. Maria Delia est journaliste pour la télévision italienne. Elle nous raconte la version d'Amanda. Cette chambre avec le balcon, c'est ici qu'a eu lieu le drame. C'est la chambre de Meredith. C'est Amanda et Raphaël qui vont donner l'alerte. Ils racontent qu'ils ont passé la soirée chez le jeune homme et qu'au matin, ils sont revenus ici, au domicile d'Amanda. Ils auraient alors découvert une vitre cassée et pensé à un cambriolage. Amanda et Raphaël racontent qu'ils ont vu du désordre dans la maison. Ils ont cherché à entrer dans la chambre de Meredith, mais que la porte était fermée. Raphaël appelle la police, car il dit avoir un mauvais pressentiment. Il y a des traces de sang dans la maison. Quand les enquêteurs arrivent, ils découvrent dans la chambre de Meredith une scène d'horreur. Meredith se trouvait sous un duvet, à moitié nue, la gorge tranchée et couverte de sang. Les experts effectuent les premiers prélèvements à l'extérieur et à l'intérieur de la maison. Tout est passé au peigne fin, comme le montre cette vidéo prise par la police scientifique.
Pendant ce temps, Amanda et Raphaël attendent à l'extérieur. Mais leur comportement va choquer les enquêteurs. Ils se trouvaient là, près de cette petite place. Ils étaient proches, ils s'embrassaient, s'enlaçaient, se caressaient. Et ça a attiré l'attention des enquêteurs pour qui cette attitude était presque comme un affront à leur travail et à la tragédie qui venait d'arriver. Moi, j'ai toujours pensé qu'avec cette image, Amanda et Raphaël venaient de signer leur culpabilité, parce qu'ils apparaissaient comme des personnages froids, insensibles à la tragédie qui venait de se passer. Le couple est immédiatement considéré comme suspect numéro 1 et placé en garde à vue. Au départ, Amanda jure aux policiers qu'elle a dormi chez Raphaël et n'était pas dans la maison cette nuit-là. Mais après 53 heures d'interrogatoire en italien, une langue qu'elle maîtrise mal, la jeune Américaine craque. Elle déclare finalement avoir passé la nuit chez elle et entendu des cris dans la chambre de Meredith. Pour la suite, elle dit ne se souvenir de rien, car elle a fumé trop de cannabis. Quelques jours plus tard, nouvelle volte-face. Elle revient à sa première version et réaffirme avoir passé la soirée chez Raphaël. Mais pour Amanda, c'est trop tard. La machine est lancée. Son comportement douteux avec son petit ami au lendemain du drame et ses versions contradictoires ont convaincu les enquêteurs de sa culpabilité. La presse italienne brosse alors un portrait effrayant d'Amanda à partir de quelques documents trouvés sur son profil internet. Cette photo où la jolie américaine pose en femme fatale vêtue de noir la désigne comme une dominatrice et une mangeuse d'hommes. Cette vidéo d'une soirée un peu arrosée prouverait qu'elle abuse de l'alcool. Et cette image d'elle posant devant une feuille de cannabis achève de la faire passer pour une droguée. Bref, pour les médias italiens, Amanda est un monstre. Pour ne rien arranger, le profil de son petit ami Raphaël s'avère très troublant. Sur son blog, les policiers découvrent qu'il est fan du monstre de Foligno, un célèbre criminel italien condamné pour avoir égorgé 2 enfants. Et il y a cette photo où il pose fièrement avec un hachoir. Pour les Italiens, cela ne fait aucun doute. Ils sont coupables de la mort de Meredith. Pourtant, Amanda et Raphaël continuent de clamer leur innocence. L'affaire va bientôt connaître un nouveau rebondissement avec l'apparition d'un 3e suspect. Rudy Herman Guédé, 21 ans. C'est un Italien d'origine ivoirienne, un délinquant connu pour vol et trafic de drogue. Dans la chambre de Meredith, c'était plein d'empreintes digitales de Rudy. Et après analyse, la police découvre qu'il a déjà un casier judiciaire. Il est arrêté. Il raconte aux enquêteurs avoir rencontré Meredith quelques jours plus tôt et avoir couché avec elle le soir du meurtre. Mais il affirme être innocent. Selon lui, le meurtre se serait passé pendant qu'il se trouvait dans la salle de bain. À ce moment-là, il dit qu'il a entendu frapper à la porte de la chambre. Lui n'est sorti que quelques minutes après de la salle de bain. Et là, il raconte qu'il est tombé nez à nez avec une personne qui sortait de la chambre de Meredith, un garçon avec les cheveux châtains. Après, il dit qu'il a vu l'ombre d'une personne sortir dans la cour. Il aurait reconnu les cheveux blonds d'Amanda. Rudy désigne donc Amanda et Raphaël comme les meurtriers de Meredith. Et contre le jeune couple, les preuves vont s'accumuler. D'abord, les enquêteurs découvrent au domicile de Raphaël, dans un de ses tiroirs, un couteau en partie nettoyé à l'eau de javel. Sur le manche, ils trouvent l'ADN d'Amanda. Sur la lame, celui de Meredith. Puis dans la chambre de la victime, la police scientifique trouve l'agrafe du soutien-gorge de la jeune femme, avec dessus l'ADN de Raphaël. Les enquêteurs échafaudent alors un scénario. Cette nuit-là, Amanda et Raphaël auraient surpris Rudy et Meredith en train de faire l'amour, et désinhibés par la drogue et l'alcool, ils se seraient joints à eux pour un jeu sexuel à 4.
Mais Meredith aurait refusé d'y participer. Les 3 autres auraient fini par l'égorger. Rudy demande un jugement séparé. Il écope de 16 ans de prison pour complicité. Amanda et Raphaël, eux, sont condamnés respectivement à 26 et 25 ans. Pour aller voir sa belle-fille en prison le plus souvent possible, Chris s'est installé il y a 1 an à Pérouse. Avec sa femme Eda, ils ont dépensé près d'$1 million pour payer les avocats et les voyages entre Seattle, où ils habitent aux États-Unis, et l'Italie. Ce matin, ils sont tendus car c'est la reprise du procès en appel d'Amanda. Je me suis réveillée en plein milieu de la nuit. Je pensais au tribunal. Je suis nerveuse pour Amanda. Aujourd'hui, ça va être difficile pour elle. Car c'est le procureur qui doit prendre la parole en premier. Dans le box des accusés, elle va devoir écouter sans parler tout un tas d'horreurs. Des mensonges sur elle. Oui, c'est ça, des mensonges. Des choses atroces qui vont forcément lui faire du mal. Malgré cela, ils sont assez confiants, car l'enquête italienne a révélé beaucoup d'incohérences, notamment sur les mobiles du crime. La mère, le beau-père et la sœur d'Amanda ironisent sur les multiples scénarios avancés successivement par les enquêteurs. Au départ, ils ont parlé d'orgies sexuelles et sataniques. C'est ça le premier mobile. Mais comme il n'y avait pas de preuves, alors ils ont changé de version. Ah oui, alors ils ont dit qu'Amanda était jalouse de Meredith. C'était ça le numéro 2, c'est ça? Non, c'était l'histoire du vol, je crois. Ah ouais. Ils ont dit que c'était pour la voler. Il y a eu tellement de mobiles qu'on s'y perd. Après toutes ces versions différentes, nos avocats trouvent le procureur ridicule. Du coup, évidemment, on est confiant. J'ai même dit à Amanda, « T'es prête pour rentrer à la maison ?» Elle a dit oui. S'ils semblent croire à la libération d'Amanda, c'est parce qu'un ultime rebondissement leur a redonné espoir. La justice a ordonné une contre-expertise scientifique sur les éléments ADN. Ces conclusions sont tombées cet été et elles balaient d'un revers de main toutes les preuves qui accusaient jusqu'ici Amanda et Raphaël. Steve Moore, un ex-agent du FBI, a toujours été persuadé de l'innocence des 2 jeunes. Pour lui, cette contre-expertise aurait dû être effectuée beaucoup plus tôt. Ce qui m'a choqué le plus, c'est que cette histoire n'était pas un cas difficile à résoudre. Ce n'était pas une enquête compliquée et les preuves étaient simples à analyser. Mais tout a été fait à l'envers. Selon les nouveaux experts, les traces ADN sur la lame du couteau sont tellement infimes qu'il est impossible d'affirmer qu'il s'agit du sang de Meredith. Si le couteau de Raphaël était bien l'arme du crime, ils en auraient forcément retrouvé. Quand on poignarde quelqu'un avec un couteau, il reste toujours du sang entre la lame et le manche, ici. Ça se coince forcément là. Mais là, on ne trouve aucune trace d'ADN, nulle part. En tout cas, aucune qui corresponde à celle de Meredith. Autre élément remis en cause, l'ADN de Raphaël retrouvé sur l'agrafe de soutien-gorge de Meredith. Sur cette vidéo, filmée par la police scientifique, on voit les enquêteurs se la passer de main en main, alors que leurs gants ont déjà touché un tas d'autres objets dans la chambre. Regardez comment il se passe l'agrafe. Tiens, alors moi je veux bien la voir, passe-la-moi. Regardez, 6, 7, 8, 9 doigts touchent cette agrafe. On sait que Raphaël a essayé d'ouvrir la porte de la chambre de toutes ses forces. Et les traces de sa main étaient partout sur cette porte. S'ils ont touché la poignée de la porte avec leurs gants, et qu'ensuite ils ont touché l'agrafe, il y a eu forcément transfert d'ADN. Et là, regardez, c'est incroyable. Regardez ce qu'ils font maintenant. Ils remettent l'agrafe par terre. Ils prennent des photos et disent à la cour, c'est là qu'on l'a trouvé. Non, c'est là qu'ils l'ont posé. Pour lui, le seul coupable de la mort de Meredith, c'est Rudy. C'est évident. Il y avait ses empreintes dans le sang et son ADN partout sur la scène de crime. En revanche, rien ne prouve qu'Amanda et Raphaël étaient sur les lieux. Pour l'opinion américaine, cette contre-enquête vient confirmer ce qu'elle croit depuis le début. Amanda est innocente,
victime d'une terrible erreur judiciaire. Et elle n'est pas du tout le monstre décrit par les médias italiens, mais une jeune américaine simple, comme tant d'autres. Allons-y. Lundi soir à Pérouse, c'est le verdict tant attendu. J'ai peur. J'espère, mais j'ai peur. Pourquoi ? C'est la vie de ma fille qui est en jeu. Dans quelques instants, Amanda et Raphaël vont ressortir libres du tribunal. Si les preuves ADN n'avaient pas été remises en cause, Amanda serait sortie de prison à l'âge de 48 ans et Raphaël à 50 ans. Oh mon Dieu, regardez ça. Pour la famille d'Amanda, il n'y a qu'un seul coupable, Rudy. Il aurait tenté de cambrioler la maison. Surpris par Meredith, il l'aurait violée, puis égorgée. Mais la famille de la jeune fille assassinée a elle aussi embauché un avocat qui persiste. Rudy avait forcément des complices. Il est impossible qu'une personne, avec ses deux bras et ses deux mains, puisse à la fois tenir le couteau, étouffer la victime, et en plus la à moins que cette personne soit dotée de plusieurs autres bras ou de plusieurs autres mains. Aujourd'hui encore, les parents de Meredith veulent savoir ce qu'il s'est vraiment passé le soir du 1er novembre 2007.